Très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de notre émission, le magazine de la semaine. Merci de vous abonner, de liker, de partager, de regarder nos vidéos. C'est le seul soutien que vous avez à nous apporter pour l'instant. Nous allons ici analyser les questions essentielles de l'actualité en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, nous allons d'abord parler du billet retour. Il y a un journaliste qui a accompagné Vital Kamerhe. Parmi les confrères qui ont accompagné Vital Kamerhe dans sa tournée à Mani, l'un d'entre eux nous a fait l'honneur de venir sur ce plateau analyser avec nous cette tournée à Mani, les objectifs, les réalités des terrains, la vie même de nos compatriotes de cette partie de l'Est. Nous allons y revenir, mais aussi sur le message essentiel de cette tournée. Vous le savez, Vital Kamerhe a déploré l'indifférence de la communauté internationale qui soutient à corps et à cri l'Ukraine, mais pour la question congolaise, il semblerait qu'il y a eu une indifférence au niveau international. Il a proposé l'option d'un dialogue entre la RDC, l'Ouganda et le Burundi, comme quoi de pays impliqués dans les conflits, mais aussi des réformes au sein de l'armée. Il faut équiper l'armée pour que celle-ci soit à mesure et d'assurer la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. On va toujours aborder cette question sécuritaire, censée venir combattre les M23, comme l'a déclaré le président de la République démocratique du Congo sur France 24 et RFI. Non, l'armée kenyane est venue se constituer à une force tampon, c'est-à-dire une force qui sépare les positions occupées par les rebelles du M23 à Bunagana et les positions de l'armée loyaliste, attendez, les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on a floué le chef de l'État? Est-ce qu'on est en dehors des accords ou des attentes au niveau de la communauté East Africa à laquelle nous appartenons? Nous allons analyser la question avec notre invité. On va aussi en savoir le rôle de l'armée. Est-ce que l'armée joue véritablement son rôle dans ces conflits militaires? Nous allons en parler tout au long de cette émission. Et puis on va chuter par la question des élections. À Kinshasa, la CINE continue de consulter. Vous avez vu les églises de réveil conduites par Dodon Kambaroïté chez les catholiques, chez Moutamba, chez d'autres forces politiques, chez Sessanga également. Est-ce qu'il se préparerait un glissement aux élections de 2023 pour ensemble, pour la République de Moïse Katumbi, pas une minute de plus à ceux qui gouvernent l'État, qui étaient censés organiser les élections à bonne date? On va analyser cette question. Est-ce que c'est une question d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi ou c'est une question qui doit préoccuper au plus haut point les Congolais? S'il n'y a pas élection, il y aura quoi? Il y aura glissement, il y aura dialogue. Voilà globalement les questions qui vont nous servir de menu tout au long de cette émission. Encore une fois, merci de votre fidélité. Nous recevons pour vous un invité spécial. Il s'agit de Yves Bouya. Yves Bouya, bonjour. Bonjour Patrick Lokala. Comment allez-vous? Oui, je vais bien après ma tournée dans l'Est de la République démocratique du Congo avec les présidents de l'UNC Vital Kamerhe. Je vous ai vu méconnaissable dans les images, après les images des terrains. Ben, pas du tout. Avec des poussières partout. Oui, des poussières partout, parce que moi, quand j'ai reçu l'invitation venant du président de l'UNC Vital Kamerhe pour l'accompagner dans cette partie du territoire national, c'était aussi pour moi une occasion pour comprendre. Palper du doigt les réalités de l'Est. Palper du doigt les réalités de l'Est, surtout sécuritaire. Alors, au-delà du côté politique, pas du côté de cette tournée de qualifier de paix, comme l'a dit M. Kamerhe, mais moi j'avais aussi, de mon côté, tenté d'épingler au fait les vraies réalités sécuritaires. Très bien. Alors, Yves Bouya, je pense que je l'ai compris un peu à moitié. Très bien, on va aller palier par palier. Premier palier. Racontez-nous ce que vous avez vu sur le terrain, la vie de nos communautés, de nos compatriotes de l'Est qui vivent dans cette agression rwandaise et de certains groupes armés. Qu'avez-vous vu réellement sur le terrain? J'ai vu, j'ai compris que nous perdons les pays. J'ai vu, j'ai compris que l'autorité de l'État n'existait pas. J'ai vu et j'ai compris que nous sommes infiltrés. D'abord dans l'appareil sécuritaire, dans l'armée, et même au sein de la population, il y a une forte infiltration avec les personnels d'appoint. Quand je parle des personnels d'appoint, je parle de ces pays d'en face, Ouganda, Burundi, Rwanda, qui travaillent dans les hôtelleries, dans la restauration à Goma, également à Bukavu. J'ai vu un grand souci de la population de l'Est s'opposer farouchement
aux incursions de l'armée de l'Est, des pays de l'Est, mais une inquiétude qui n'a jamais été accompagnée par les pouvoirs en place. C'est une population, des fois, s'il fallait dire, abandonnée à son propre triste sort. Alors, moi, quand j'ai vu, j'ai compris, depuis Bukavu où j'étais, la communication de Guterres, secrétaire général des Nations Unies, sur l'aveu d'échec des Nations Unies en ce qui concerne la sécurisation du Congo, j'ai vite compris qu'il y a une certaine hypocrisie qui se dégage à l'international contre la République démocratique du Congo. C'est là où je dis ici, au lendemain, soit à la suite des propos tenus par Guterres, nous Congolais devons maintenant nous remettre en cause pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire comme peuple, comme État-nation, comme pays-nation, comme un pays qui veut aujourd'hui se poser aux multiples incursions rebelles qui sévissent dans la partie est du pays de la République. On ne peut pas toujours nous mettre à pleurer. Oh, on nous a abandonnés, regardez ce que Guterres a dit, regardez ce qui a été dit, ceci, cela. Maintenant, c'est nous, maintenant, comme peuple. Qu'est-ce qu'on veut de cette agression rwandaise? Très bien, je vais vous poser... Et comment mener ce combat? Ça doit être un combat diplomatique ou réellement un combat militaire? Très bien, je vais vous relancer Yves Bouya, le temps qu'Ederic règle un petit détail technique. Est-ce que la population de l'Est, parce que très souvent on a une vue de très loin, est-ce que la population de l'Est, du Nord Kivu, du Sud, de Nord Kivu, de l'Ituri, du Sud Kivu, se plaisent de cette situation d'agression? Est-ce qu'elle participe à cette agression ou elle est contre? Parce que vous venez du terrain. Il y a des coins où les populations sont contre. Par exemple, j'ai fait Rutshuru, j'ai fait Lubero, j'ai fait Butembo, j'ai fait Beni, j'ai fait Shabunda, j'ai fait vous voyez, il y a des coins où la population vous dit on n'en veut pas avec ces mouvements rebelles. Par exemple, le Bunagana, où Vital Kamerhe a tenu un meeting pendant 40 minutes à l'entrée de Bunagana. Quand vous prenez Kiwanja, qui est la place commerciale à Bunagana, non, à Rutshuru, vous prolongez cela jusqu'à Kirumba, à Lubero. Je pense là, vous sentez, il y a une impression totalement de la population qui ne veut plus vivre avec les populations venues d'en face. Quand je parle des populations venues d'en face, je fais ici allusion au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda. Parce que c'est des pays qui commercent avec ces pays-là. Mais quand ils commercent, qu'est-ce qui se passe? Ces pays d'en face, qu'est-ce qu'ils font? Ils surtaxent certains de nos produits pour permettre à leurs produits d'écouler facilement dans les marchés. Là, ça pose problème. Ajoutez à cela le côté de l'insécurité. Bunagana est à 10 km de Kiwanja, mais si aujourd'hui, toujours le territoire de Rutshuru, si aujourd'hui le M23 n'a pas su récupérer Rutshuru dans son entièreté, parce qu'il y a une certaine opposition farouche de la population. Donc ça, vous sentez ça, ils vous disent qu'on ne veut pas vivre avec eux. La population résiste. Résiste. Parce que si le M23 n'a pas su avoir Kiwanja qui est très proche, je crois que ça dit commettre des Bunagana, c'est suite à la résistance de la population. Parce qu'ils se disent, ces gens ici viennent, nous les recevons, mais par après, ils veulent reconquérir nos terres. Et ça, ils refusent. Et ils les identifient directement. Donc, il y a une forte pression au sein de la population contre ces pays d'en face, aujourd'hui, qui agressent le Congo. Je l'ai vu, comme je l'ai vu à Rutshuru, je l'ai vu à Lubero, je l'ai vu à Beni, je l'ai vu et à Butembo. Et ça, cette envie se manifeste parce qu'ils ont un esprit patriotique qui s'est mis en eux, qu'aujourd'hui, d'abord sur le plan commerce, ces pays mettent certains commerçants, les populations en difficulté, c'est plus les produits qui sont facilement coulés sur les marchés par rapport à nos produits. L'aspect sécuritaire, vous sentez, ce sont les pays qui aujourd'hui qui sont menacés par rapport à d'autres villes de la province du Nord Kivu avec certains pays d'en face. Voilà. Donc du côté Goma comprend ça normal. Parce que vous savez maintenant à Goma, il y a un flux migratoire aujourd'hui qui s'effectue tous les jours entre les Congolais qui vivent à Goma et ceux qui se rendent à Kigali. Tout comme des Congolais, des Rwandais qui travaillent. Vice-versa. Qui vivent à Kigali, mais qui viennent travailler au Congo. Voilà. Alors, quand vous voyez ça,
certains Gomatraciens trouvent ça normal. Que cette cohabitation déjà, il y a certains se sont déjà mariés entre eux. Il y a des Congolais qui vont travailler à Kigali. J'ai posé la question à certains Congolais. Ils ont dit non, nous par exemple, quand on va à Kigali, Kagame a instauré un schéma qu'on ne puisse pas toucher aux Congolais qui viennent du Congo, qui traversent chaque jour pour travailler. Parce qu'il sait qu'il a aussi des Rwandais qui vivent, qui travaillent chez nous, qui se sont mariés chez nous avec des Congolais. Alors pour un peu atténuer ça, il a joué un système de protectionnisme de ces Congolais qui vivent, soit qui travaillent au Rwanda. Certains Congolais dans l'opinion trouvent que c'est normal, tout comme certains refusent. Mais là où je vous parle de l'infiltration, quand vous voyez les personnels d'appoint dans certains hôtels, dans certains restaurants, c'est plus les Rwandais et les Burundais. Mais quand vous leur posez la question, ils vous disent aussi en notre temps que là, chez nous, on n'a pas plus de travail. Aujourd'hui, Kagame a construit le Rwanda, mais il y a une forte pauvreté au Rwanda. Ça, ils vous le disent. Il y a une très forte... que certains Kinois disent que voilà, le Rwanda... Non, c'est faux. Ils vous disent quand c'est Rwandais la ville. Quand vous prenez l'exemple de l'hôtel Serena, là où j'ai logé, les personnes d'après, c'est plus des Tutsis. Donc aujourd'hui, le Kogoma, c'est quoi? Les gens viennent investir, les Nandais donnent de l'argent. Ils investissent peut-être, ils investissent, mais quand ils construisent des hôtels, s'il faut recruter les personnels d'appoint, ils vont prendre la Kigali parce qu'ils disent que les Rwandaises et les Rwandais sont serrés par rapport aux Congolais. Alors, ils traversent à masse quand vous leur dites, oui, nous traversons parce que là, chez nous, on n'a pas de l'emploi. On vient ici, on règle nos papiers, on se met en ordre, on travaille, on a un emploi à $200 et on gère les familles. Bien que notre pays est très avancé, notre pays est organisé, notre pays est contrôlé, ils ont créé des mécanismes de protectionnisme. Il y a aussi la pauvreté qui bat son record au Rwanda. Très bien. C'est la raison pour laquelle vous voyez, ils traversent plus en masse chez nous. Certains restent à Goma et d'autres font ces mouvements rotatifs matin, midi, soir pour travailler. Revenons sur la situation sécuritaire. Yves Bouya, vous dites que la population a résisté à l'évolution de Béni, M23. Oui. Est-ce que cette population se retrouve encore dans Kinshasa, dans le leadership kinois? On parle de leadership au niveau national. Pour qu'on parle finalement d'un schéma de balkanisation. Est-ce que cette population est prête à accepter le schéma de balkanisation? Est-ce que cette population accepte encore le leadership ou les stratégies du pouvoir en place à maîtriser totalement cette partie du territoire? Non, je pense que c'est une population qui est vraiment... Y a-t-il encore de la confiance? Non. La population de cette partie est la République que j'ai visitée, c'est une population qui s'est dit être abandonnée à son propre triste sort. Oui, à son propre triste sort, parce que ça ne sent pas l'implication de l'autorité de l'État pour sa sécurité. Ça ne sent pas ça. C'est une population aujourd'hui qui se prend en charge face aux pays vis-à-vis des agresseurs. Aux agresseurs qui sont des pays d'en face. Moi, par exemple, j'ai été à l'entrée de Bunagana. J'ai posé la question à quelques militaires que j'ai vus, soit du côté congolais, tout comme du côté M23. Je pose la question du côté M23, je leur pose la question, mais qu'est-ce qui fait à ce que nous, Congolais, voilà 60 jours, notre armée n'arrive pas à récupérer Bunagana? Eux-mêmes, les M23 s'étonnent, ils vous disent, à chaque fois, ils ont un grand respect pour l'armée congolaise qui se bat pour... Vous avez échangé avec les M23? Avec quelques éléments à l'entrée de Bunagana. Alors oui, à l'entrée de Bunagana, c'est comme ça, c'est une cité dans le territoire de Rutshuru. Ils sont quand même coopératifs. Ils sont coopératifs, mais tu ne peux pas les reconnaître, hein? Les assimiler réellement. Qui sont-ils? Voilà. Vous voyez? Parce que les M23 aujourd'hui, c'est devenu une mixture, une nébuleuse très compliquée. Vous avez dans les M23, vous avez les Rwandais, les Burundais, les Ougandais et même des Congolais. Et même nos propres frères. Nos propres frères. C'est là où je dis, il y a aussi une certaine hypocrisie au niveau interne. Il y a même nos propres frères, ils enrôlent des Congolais pour légitimer cette structure M23, pour dire que non, nous avons aussi des Congolais avec nous. Pour dire que c'est une rébellion interne. Une rébellion interne. Mais on sait que c'est soutenu par les Rwandais. Mais pour maintenant légitimer ça, ils vous disent, légitimer ça, ils vous disent que non, nous avons des Congolais aujourd'hui qui combattent à nos côtés. Alors mais là, c'est même, je me disais moi-même, là, même si on récupérait Bunagana, il y a encore un territoire qui n'est pas presque sous le contrôle de la République démocratique du Congo, c'est les Massissi, dans les collines. Là où nous avions été à Rubavu, j'étais à Rubavu avec Vital Kamerhe. C'est aujourd'hui le poumon générateur des recettes du M23, Massissi, parce que quand tu vois Massissi est
totalement contrôlé par les M23. Massissi, quand tu vois, oui, quand tu vois Massissi, c'est toujours la même mixture. Les Hutus, les Tutsis, les Nandais, les Congolais, c'est plus mais c'est plus la dominance Tutsi. C'est plus la dominance Tutsi. Alors, quand ils vous disent non, nous travaillons avec notre... Nous nous ravitaillons des fois par Massissi. Parce qu'ils ont créé un mécanisme pour travailler avec des Congolais, des Massissi, avec d'autres communautés qui vivent à Massissi. Parce qu'il y a une forte richesse, il y a beaucoup trop de minéraux dans ces territoires. Je veux parler de l'or, du manganèse, beaucoup d'autres produits, d'autres minéraux que les M23 des fois utilisent, commercialisent pour se ressourcer, des fois au-delà de tout ce qu'ils reçoivent comme un soutien, appui venant du Rwanda et d'autres pays. Donc, quand vous discutez avec ces mouvements rebelles, que j'ai la chance de discuter avec 2-3 militaires, M23, qui vous parlent l'anglais, français, les lingala, et qui même les lingala. Ils vous parlent les lingala. À Bunagana, ils utilisent les shillings, la monnaie rwandaise, la monnaie ougandaise, shilling, la monnaie ougandaise. Alors ils vous disent, les Congolais se battent beaucoup plus avec assez trop du patriotisme. Mais des fois, ils ont une armée qui est dépourvue. Mais c'est le patriotisme qu'ils mettent. Quand les Congolais se décident à nous attaquer, nous reculons. Mais quand nous reculons vers nos frontières, on n'a jamais compris comment est-ce que ça stoppe un moment et puis ils rebroussent chemin, ils battent en retraite. Alors quand on aussi essaie de comprendre, il y a des implications à l'interne. Venant de chez nous. C'est là où je dis, la guerre que nous avons ici, c'est pas seulement cette agression rwandaise, n'est pas pure, seulement rwandaise. C'est également une guerre avec des implications à l'interne. Un réseau à l'interne. On ne peut pas comprendre dans l'armée. Les M23 a peur de l'armée, reculent. Mais à un moment donné, les M23 est étonné de voir qu'on a cédé les territoires. On cède les territoires. Quand ils attaquent, ça recule. Les M23 reculent. Le problème n'est pas l'armée. Non, moi je les commandements. Non, moi je vous dis ceci. Je parle de cette hypocrisie à l'interne. Cette hypocrisie vient d'abord de nos politiques, de nos dirigeants, dans l'appareil sécuritaire, dans l'armée. Pourquoi je vous l'ai dit? Si vous suivez bien les mandats du président de la République, c'est un mandat plombé des arrestations au sein de l'armée, au sein de l'appareil sécuritaire. Et ça, c'est déjà un très mauvais signe. C'est des informations que nous avons reçues, que moi, personnellement, j'ai reçues au niveau des Rutshuru. C'est un pouvoir qui est fragile. Pourquoi est-ce que pendant les mandats du président de la République, si vous suivez les arrestations, c'est plus au niveau de l'armée, au sein de l'appareil sécuritaire? Mais il n'y a pas toujours de suite. Il n'y a pas toujours de suite. Vous connaissez ici l'affaire François Béat. Nous étions dans l'Est, on a pris l'affaire Philémon Yave, qui était chargé des opérations, je pense, au niveau de la province du Nord Kivu. Le gouverneur qui est là constamment n'est pas chez des opérations et planification. Il est juste gouverneur militaire. La différence avec Johnny Lubo, il y a des Luturi qui est chargé des opérations et planification. Alors, la planification des opérations, la personne qui était assurée de cela, c'était le général Philémon Yave qui était là, la 3e zone militaire. Alors, tout ce qui était comme opération militaire au niveau du Nord Kivu, avec l'état de siège, passait par M. Philémon Yave. Mais après, on apprend qu'il y a des arrestations. Avec le président de la République a dit que non, il était en contact avec les M23 pour la prise de Goma. Donc, c'est une hypocrisie. Cette guerre contre le Rwanda, c'est une hypocrisie d'abord à l'interne, ça on doit le dire. Il y a des implications à l'interne, des Congolais à l'interne. Ils sont là, qui travaillent avec ces mouvements rebelles-là pour que cette guerre-là puisse poursuivre. Alors, moi je me dis maintenant, c'est ce que je disais là en termes de notre émission Patrick Local. Maintenant que la communauté internationale a manifesté cet aveu d'échec face à cette crise, à cette attaque, à ces mouvements rebelles qui sévissent dans la partie est de la République, nous, Congolais, nous devons maintenant nous remettre en cause. De tout bord, de tout genre. Vous parlez de quel Congolais? Non, Congolais. Déjà, vous dites qu'il y a l'hypocrisie au niveau de. Ben oui, c'est ça que j'ai dit. Au niveau de la classe politique. Nous, Congolais, maintenant, on doit se dire maintenant, ça c'est une. On ne doit pas toujours nous mettre à pleurer, à pleurnicher. Il s'agit de quels Congolais? Des Congolais non, civils, les Congolais ou des Congolais qui dirigent le pays? Des Congolais conscients sont dans l'armée, sous l'appareil sécuritaire. Des Congolais conscients, s'ils sont aussi dans ces gouvernants, ces régimes, ils doivent se remettre en cause. Les Congolais conscients dans la société civile, ils doivent se remettre en cause. Les Congolais conscients dans l'opposition, comme les Fayoulou, les Mouzito, les Katumbi, les Bemba, doivent se remettre en cause. Quoi faire pour sauver le pays? Très bien. Je vois tout le monde propose des plans de sortie de crise à sa façon. Qui veut proposer un plan de va en parler. Vous voyez? Alors, si je n'ai pas dit que c'est ça les remèdes.
Je vois lui, il propose les plans triangles. Fayou nous dit, il faut tout cela nini, tout se réveiller, tout se concerter. Au-delà de la crise de l'éligibilité, on doit sauver le pays. Mouzit vous propose un plan, ceux qui paient en Kotonga. Alors, s'il faut apporter des idées, des solutions, faisons-les comme Congolais. On va arriver. Toujours pas vouloir entendre l'appui de la communauté internationale qui aujourd'hui a dit nous sommes incapables de mettre fin à cette crise. Vous Congolais, les propos de Guterres c'est simple. Vous Congolais, prenez-vous en charge. Parce que nous on ne peut pas toujours venir chez vous, même pour la MONUSCO. Qu'est-ce que la MONUSCO Beni nous a dit? La MONUSCO Beni nous a dit, même à Goma, j'ai parlé avec certains responsables de la MONUSCO, il nous dit nous on ne peut pas remplacer les FARDC. Nous sommes une structure, une brigade d'intervention d'appui. Nous venons en appui. C'est à l'armée congolaise de s'assumer en conséquence pour récupérer. Nous, on ne peut pas se substituer contre les en FARDC. Non, nous, on vient en appui, on accompagne les FARDC. Mais qu'est-ce qu'il faut? Même la MONUSCO, Goma m'a dit, il faut des réformes sérieuses dans l'appareil sécuritaire. Qu'on avait dit au président de la République de faire dès sa prise de fonction en 2019. C'était une recommandation des Nations Unies. C'est ça que j'ai appris comme information dans l'Est. Une recommandation des Nations Unies au président de la République après sa prestation de serment. Opérer des réformes sérieuses dans l'appareil sécuritaire. Depuis que le président de la République a prêté serment, voilà plus de 4 ans qu'il est à la tête du pays. Est-ce que ces réformes sont-ils opérées dans l'appareil sécuritaire? C'est ça, dans l'armée, dans le système de renseignement. Est-ce que ça a été opéré? C'est ce que j'ai appris. On ne peut pas venir se réveiller un matin. MONUSCO est né. S'il faille dire aujourd'hui, Patrick Lokala, qu'on puisse chercher la MONUSCO, qu'on nous propose une alternative, qu'on puisse chercher, si on nous cherche la MONUSCO, mais on ouvre au L23 un large corridor. Un très large corridor. Un très large corridor qu'on ne saurait pas gérer. C'est là où je dis, c'est d'abord nous, Congolais. Réforme l'appareil sécuritaire, oui. Équiper l'armée, des budgets conséquents dans l'armée. Extirper de ces fonds militaires qui ont créé l'infiltration dans l'armée, qui sont toujours en contact avec les pays d'en face. À chaque fois qu'il y a une organisation interne, une riposte, les pays d'en face sont informés, ils créent d'autres mécanismes pour contourner cela. Si on comprend cela, on saura réellement comment ils ont mené une guerre contre le Rwanda. On l'a dit ici que c'est un petit pays, mais c'est à nous, parce que le Rwanda a créé des mécanismes de protection pour son pays. Pendant 25 ans, au moment où nous rêvions, nous dormions, nous dansions, nous nous battions ici pour des postes. C'est un pays qui a travaillé contre les Congos et qui travaille tous les jours contre les Congos. Et nous, on va toujours pleurer. C'est quand on partit, on vient chez toi à la maison, on te tabasse. On tabasse ta femme, ta tendre épouse avec qui vous venez à peine de vous marier, on tabasse vos enfants. Toi, papa, tu peux pleurer chez les voisins. Ne pleure pas, un papa ne pleure pas. Un papa doit s'assumer. C'est là où j'ai dit au président de la République, il doit agir. À quel niveau d'auteur, de degré de responsabilité veut-il mener cette guerre avec le Rwanda? Sur le plan diplomatique, je pense que le schéma diplomatique a complètement échoué. Il faut lever une option. Parce que moi, j'ai appris en relation diplomatique, en relation internationale ifasique, la guerre, c'est aussi un schéma pour la paix. C'est pas pour rien qu'on a une armée nationale. Hein? C'est pas pour rien. Maintenant, c'est à se demander, est-ce que nous sommes en mesure à faire la guerre au Rwanda? C'est là où on parle de notre faiblesse. Transformons nos faiblesses en force. C'est encore possible et c'est encore... on peut rêver cela, mais il faut, entre nous Congolais, d'abord réfléchir sur l'Est. C'est le seul dénominateur commun qui peut aujourd'hui mettre tous les Congolais d'accord pour sortir de nos compatriotes qui sont aujourd'hui en proie à l'insécurité venant des divers groupes armés. Merci beaucoup Yves Buya. Voilà, Yves Buya vient fraîchement de la partie est de notre pays. Il a rencontré la population locale. Il a même eu des échanges avec certains rebelles. Lui, il est journaliste, hein? Il peut faire son travail. Par curiosité, j'ai échangé avec eux. Par curiosité. Alors, Yves Buya, il y a une question qui me passe en tête. Je voudrais savoir, Yves Buya, vous avez palpé du doigt la réalité de l'Est. Vous avez vu la situation sécuritaire. Vous avez vu le Rwandais, vous avez vu les Congolais, vous avez vu certains rebelles. Par curiosité, quelles sont les vraies ambitions, les vraies intentions de ces gens? Veulent-ils balkaniser la RDC? Veulent-ils faire juste une occupation pour chercher des ressources naturelles, s'enrichir?
veulent-ils tout simplement embrayer la situation sécuritaire pour entraîner l'échec sur le plan sécuritaire par rapport au bilan de Félix Tshisekedi en 2023? Est-ce que quelles sont vraiment les vraies ambitions de ces mouvements? Les vraies ambitions de ces mouvements, c'est le contrôle du Congo. Le contrôle du Congo. Donc le pouvoir est menacé. Le contrôle effectif et total du Congo, dans tous les domaines. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce que j'ai lu en eux. Parce qu'ils ne peuvent pas se construire sans le Congo. En ont-ils les moyens? C'est ça, je dis, ils occupent nos terres, ils localisent là des minéraux, ils s'installent, ils y travaillent nos minéraux à l'insu des autorités, soit avec la complicité de certains Congolais. Ce n'est pas seulement une rébellion économique. Non. Il y a des velléités politiques. C'est au-delà que ça soit cela, ils veulent le contrôle du Congo. Le leadership politique. Le contrôle effectif, leadership politique. Tout ce qui doit venir du Congo demain doit passer par eux. Mais ça, c'est dangereux. C'est le contrôle du Congo qu'ils veulent. Le Congo est énormément riche pour eux. C'est un pays qu'il ne faut pas laisser. Il faut gérer le Congo pendant des années. Dans l'entretemps, on doit nous construire. Par rapport au Rwanda qui n'a que les arachides. Qu'est-ce que le Rwanda a? Et les vaches. Et les vaches. Ça n'a absolument rien. Mais maintenant, quand tu parles, quand tu leur vois maintenant aujourd'hui, c'est le contrôle, la possession du Congo. C'est là où je dis, nous là, les gens qui veulent avoir la possession de notre pays, nous rêvons. Les gens pensent que le Congo, c'est seulement Kinshasa. On danse, on boit, on couche des femmes ici, on se bat pour des postes, on fait des meetings bidons, et puis on est là. Mais là, maintenant, on est en train de perdre les pays. On perd les pays. On perd les pays. Les gens, ils travaillent au moment où nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de rêver, et on perd les pays. On va se réveiller un matin ici, vous voyez avec ce truc ici de Kwamouth. Ouais. On ne sait pas nous dire il y a Kwamouth, il y a le Sud-Ubangi, où les Redoc de l'ANR, et voire même le gouverneur, ont confirmé qu'il y a une présence très renforcée de troupes rwandaises du côté de la Centrafrique. Tu as vu les ministres. Donc le Congo est en train d'être encerclé. Au Congo-Brazzaville, on a appris par le passé que Denis Sassou Nguesso a donné une portion de terre aux Rwandais pour faire l'agriculture. Donc ils sont pas loin. Ils sont pas loin. Juste à côté. C'est là où je dis, nous Congolais, arrêtons de rêver. Le Congo est véritablement menacé. Nous sommes véritablement menacés. La menace est sérieuse. Et la menace, elle est trop sérieuse. C'est là où moi, ici même, dans la situation de Kwamouth, je vois les VPM à l'intérieur de dire, il y a une main noire. Mais non, c'est pas ça la communication. Il faut nous dire, c'est quoi cette main noire? Quelle est la menace? Quelle est la menace? À quelle hauteur? Quels sont les acteurs? Qui travaillent? Et c'est de quelle nature? On résume par une main noire. Mais c'est quoi la main noire? C'est là où je dis, nos autorités nous-mêmes ne nous aident pas à comprendre les dangers que courent les pays. Les autorités ne comprennent pas ça, nos autorités à nous. On a un pays où on se réveille le matin, les fous commencent à acheter des crédits des cabines. Des fous, vont maintenant acheter des crédits des cabines. Vous trouvez ça normal? Donc il y a maintenant une certaine psychose qui a gagné du terrain. Pourquoi? Parce qu'on a des autorités qui ne nous disent rien. C'est là que je dis, Patrick, il est temps qu'on puisse se remettre en cause comme nation, comme peuple, comme État, comme un pays qui veut devenir un pays État-nation. C'est très important. Parce que si les petits pays autour de nous s'organisent plus que nous, et nous, un grand pays, avec tous ces minéraux, on n'arrive pas à nous organiser, c'est toi, Baboma. Et c'est ce que nous sommes en train de subir tous les jours ici, les envahissements, les récupérations des terres, des lopins de terres, des portions de terres, des territoires. Il y a une question de relance. Lorsque vous demandez aux Congolais de s'unir pour s'auto-définir, se prendre en charge, quelque part, il faudrait qu'un leadership politique puisse accompagner cette réflexion. Pensez-vous vraiment que dans le leadership actuel, il y a possibilité que ce Congo soit retrouvé, que ce Congo soit fort, que le leadership devienne fort? Vous pensez vraiment qu'il y a de la chance dans le leadership actuel incarné par Félix Tshisekedi? Je l'ai toujours dit, le leadership pose problème. Je l'ai toujours dit, nous n'avons pas encore une... Je ne peux pas jeter de l'opprobre sur notre armée. C'est des Congolais, c'est des compatriotes qui ont servi des services. Nous croyons beaucoup à l'armée. Nous croyons beaucoup à l'armée. Je vous dis ici que maintenant, qu'est-ce que cette armée a comme moyen, comme ressource? C'est quel est le budget alloué à l'armée. Le leadership pose problème. On a vu le président de la République, comme tu l'as dit là, devant du haut du tribune des Nations Unies, en train de dire que nous sommes agressés par les Rwandais. Mais ça a été quoi les soutiens internationaux? Il n'y a rien. La SADC ici.
le président de la République a qualifié de cette, de cette agression, d'une agression barbare venant du Rwanda. Il reçoit ses pairs de la sous-région ici. Et il pondent un communiqué sans pour autant condamner le Rwanda. Guterres parle. Guterres vous dit que là, les M23 a des armements plus sophistiqués que les FARDC. D'où vient cet armement? De quelque part. Il refuse de citer le Rwanda. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, le président allait se comporter comment? C'est là où je dis le leadership. Voilà. Le leadership, quand le président de la République voit que c'est clairement établi, après les propos de Guterres, après ce qui a été comme déroulé de ces interventions, on a associé la SADC, on devait lever des options comme État. Un État responsable. C'est ça les étapes pour les États responsables. Un État responsable. Tu dis, voilà, je connais, il y a ça. Je pense que là, on n'est pas la blague. On tire des conclusions comme État. Des conclusions. Fermer les frontières. Renvoyer Karega. Vivre paisiblement chez nous. Grandir paisiblement chez lui. Nous arrêtons toute coopération avec le Rwanda. Pourquoi cela n'a pas été fait par Félix? C'est ça le vrai problème de leadership. Vous voyez, quand il va à Gisenyi, il y a les gens commercent comme pas possible. Hein. Si on s'est dit qu'on ferme les frontières seulement, même le Rwanda sera en difficulté. On va asphyxier le Rwanda. On va asphyxier le Rwanda. Même on ferme avec le Rwanda et l'Ouganda. Même le Burundi. Nous allons asphyxier tous ces petits pays-là. Yves Bouya. Mais jusque-là, est faible. C'est-à-dire que nous sommes appelés à la disparition. Nous sommes appelés à la disparition. C'est là où je laisse maintenant un appel aux vrais Congolais comme toi et moi. Qui aimons ce pays. Moi, je n'ai que mon micro et ma caméra. Aux vrais Congolais comme toi et moi. Je faire plus. Non, même par tes interventions. C'est que nous faisons, nous aidons les pays. Ouais. On fait déjà conscientisation. On conscientise aux vrais Congolais comme toi et moi qui avions les sangs de Lumumba dans nos veines. De Simon Kimbangu. De Simon Kimbangu. On va laisser les pays partir? Ou il faut maintenant se battre pour récupérer les pays? C'est là où je dis, j'en appelle au bon sens. Voilà. Ici, dans la Est, il n'y a pas de Fayou, il n'y a pas de Mouzou, il n'y a pas de Bébé, il n'y a pas de Katou. Il y a le Congo. Il y a le Congo. Qui est menacé. Parce que tous les leaders cités ici déplorent la situation qui sévit dans l'Est. Très bien. Alors maintenant, il est temps que nous, comme État, peuple, cessons de renvoyer la balle aux autres, en train de dire, oh, chercher des boucs émissaires à l'international. Nous, là, ici, comme peuple, on peut y travailler et créer un protectionnisme pour sauver notre pays, que pour les Congolais et que pour les intérêts des Congolais. Parce que là, nous ne sommes pas dans ces protectionnismes. Nous sommes exposés aux intempéries qui peuvent venir de partout, de tous bords. C'est là où je dis... Non, qui viennent déjà de partout. Qui viennent déjà de partout. Ouais. Je vais vous donner un exemple déjà. Quand vous voyez un pouvoir effectuer tout le temps des arrestations dans l'armée, dans l'appareil sécuritaire, c'est que c'est un pouvoir qui pose déjà problème. Très bien, Yves Bouya, il est temps pour vous de vous reposer un tout petit peu. Alors, on revient sur la situation, les passages, la tournée à Mani de Vital Kamerhe. Je vous rappelle, il a fait Nord Kivu, il a fait Ituri, il a fait Maniema, Kindu, il a fait Kisangani, la Chopo, et il est de retour à Kinshasa. Il a fait des pleins, on ne va pas y revenir, l'actualité a évolué. Il a fait la bise à sa femme, on ne va pas y revenir. Mais... Ça fait polémique. Il a fait la bise à sa femme, on ne va pas y revenir. Mais il nous reste deux aspects dans ces dossiers Vital Kamerhe. Le premier aspect qui nous reste, la politisation de sa tournée. Les gens de l'IDPS, de l'Union Sacrée, disent qu'on a refusé de soulever les effigies du président de la République. Quel est le message que Vital Kamerhe a voulu lancer en refusant que ces militants soulèvent les effigies du président de la République? Vous êtes un analyste, vous avez été sur le terrain, vous avez accompagné Kamerhe et vous maîtrisez bien le fonctionnement même de Vital Kamerhe parce que vous avez couvert pas mal de reportages chez lui. Et vous connaissez l'homme au fait. 3 semaines de tournée. Vous connaissez l'homme au fait. Est-ce que c'est une stratégie en interne? On a vu un communiqué sur les réseaux sociaux comme quoi ne soulevez pas les effigies de quiconque à part celle de Kamerhe et du Congo. Est-ce que c'est une stratégie, un message qu'on a lancé à Félix, que je suis avec vous, mais ce n'est pas un acquis? Non, au niveau du drapeau, il y avait un malentendu. Quand nous étions en Goma, l'interfédéral UNC Sud Kivu
avait pondu un communiqué de ce genre, qu'il ne fallait pas soulever notre drapeau à l'instar du drapeau de l'UNC. Mais aussitôt, j'avais vu Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, faire un démenti, tourner même sur l'interfédéral de l'UNC Sud Kivu, que j'avais rencontré. Il avait dit, je l'avais fait pour des besoins personnels, comme interfédéral UNC Sud Kivu. Mais au-delà de ça, au-delà du drapeau, il faut comprendre que dans cette les messages, les non-dits. Il faut comprendre cette tournée que non. Et puis les militants ont respecté les mots d'ordre. Non, Patrick Local. On n'a pas vu la photo du chef. C'est là où j'ai dit. Ouais. Quel est le message politique? Moi, je vais rester journaliste. Très bien. Je ne vais pas rester dans la donne à Mani, non. Non, non, non. Je décrypte ça. Très bien. Ça, il faut laisser ça aux membres du parti, de l'UNC, de parler de la tournée à Mani, non. Très bien. Moi, je vais me dire au président Vital Kamerhe, quand on a fait des déplacements, je lui ai dit, président, ne me ligotez pas. Très bien. Je veux faire mon travail comme journaliste. Et rester franc. Rester franc, neutre. Neutre. Voilà. Il m'a dit, je te connais. Je ne veux même pas te donner des orientations. Très bien. Tout comme tu rentreras à Kin, fais ton travail. S'il faut me brûler, brûle-moi. Je dis d'accord. Très bien. Ce qu'il faut comprendre cette tournée, c'est quoi? Ça, c'est vraiment l'œil politique. Kamerhe a été aux arrêts. Son arrestation a été boutiquée par certaines personnalités dans l'Union sacrée. Il a été à Makala, dans ses procès 100 jours, et puis acquitté par la justice. Il y a eu certains leaders au niveau de l'UNC, de l'Union sacrée, qui ont fait voir au président de la République que moi, je puis t'apporter l'Est, notamment Bahati. Qui a fait voir au président de la République, rassuré au président de la République que moi, je peux t'apporter l'Est. Parce que je suis puissant, je suis populaire. Kamerhe a souffert de ça pendant son arrestation, pendant 2 ans. Alors, il voyait déjà sa mort politique venir. Alors, il sort de prison, acquitté par la Cour de cassation. Ce qu'il fait, il comprend maintenant. Il voit les fausses promesses, les rêveries de Bahati à Tshisekedi. Il voit, il y a un tandem qui se dégage dans la partie Est. C'est le tandem Kabila, Katumbi, Matata. La partie Est. La partie Est. La zone swahilophone. Swahilophone. Alors lui maintenant se voit comme Ali de Tshisekedi aussi qui fait partie de cette zone-là. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, ah là, je dois ressusciter maintenant. Ressusciter sur l'animal politique. Il ressuscite. Il passe maintenant par cette tournée-là. Tournée à Mani. Tournée à Mani. Soit disant une tournée de voilà. Il te fait le nord, il te fait le sud, il te fait le maniement, il te fait la province orientale. C'est ça l'Est. Le résumé. Le résumé, c'est ça l'Est. Sauf les gants non, mais c'est ça. Étape. La prochaine étape. C'est ça l'Est. C'est ça l'Est. Mais là, quand il fait, il te mobilise du monde. Sans faute. Sans faute. Kindu, province orientale, nord-sud Kivu, les territoires, chefferies, partout il a mobilisé. Plein. Mais c'est quoi le message maintenant? Très bien. Il dit maintenant à Tshisekedi, j'étais en prison, on a un accord que nous devons respecter toi et moi en 2023. L'accord de Nairobi, le cash. En 2023, vous, UDPS, vous devez soutenir la candidature de l'UNC. Voilà maintenant, tu as un tandem qui se dégage. Kabila, Katumbi, Matata. Ne pas aussi minimiser Fayoulou, qui entre aussi dans l'Est. Avec Beni, Boutembo, Goma. Il est aussi assis là-bas. Vous voyez? Là, alors, il a sérieusement voté là-bas. Vois, maintenant, moi, comme ton allié maintenant, vous êtes face à vos responsabilités. C'est à vous de faire maintenant les choix. Entre Bahati et moi. C'est-à-dire? Non, entre Bahati et lui et d'autres personnes à l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'il va faire de Bahati, le chef de l'État? À la limite, avec ce que Kamerhe a fait, il faut les aiguiller. Il faut écarter Bahati. Mais comment ça peut se comprendre? Tous, Kamerhe et Bahati, tous sont de la province du sud Kivu. L'autre a prouvé sa popularité. Dans le village de Bahati, il y a Katana. C'est quand vous quittez le nord, vous traversez pour le sud, vous prenez c'est les lacs Kivu. Quand le beach qu'il y a, c'est le village de Bahati, Katana. Kamerhe a fait plein dans les villages de Bahati, à Katana. Ça s'appelle Katana. Il a fait un plein chez Bahati. Plein chez Bahati à Katana. C'est là qu'il a commencé sa tournée dans le sud Kivu. Il a fait plein à Katana. Mais est-ce que Bahati peut le faire à Walungu? Chez Kamerhe? Non. Est-ce que Bahati peut faire ce que Vital a fait? Non. Les choix, c'est le président qui va comprendre. Il va dire, j'ai compris que si je gérais mal ces messieurs ici, dans la perspective 2023,
et que vont aux élections, on a la donne Kabila, la donne Katumbi, Kabila, Matata, Fayoulou. Je n'ai pas une personne qui fera le contrepoids dans l'Est. Je perds les élections. Pourquoi les élections? Parce que je perds l'Est. Perdre l'Est, c'est perdre les élections. Les élections au Congo se jouent sur deux clivages. C'est le clivage Est et le clivage Ouest. Le président de la République, lui, c'est sur le clivage centre. C'est l'électorat du centre est faible. S'il faille gagner les élections aujourd'hui, il faut contrôler le clivage Est. Là où Kamera a montré sa popularité. Mais peut-être qu'il n'est pas aussi fort dans l'Ouest. Il y a une question de nuance. Oui, là où Kamera a montré sa popularité, mais tout au long de cette tournée, on a dit à Kamera de se séparer avec Tshisekedi. J'en viens. Ce n'est pas toujours assuré. Non, j'en viens. Maintenant, il est fort dans l'Est. Il dit Tshisekedi, voilà, c'est moi qui j'apporte l'Est. Perspective 2023, tu as un accord. Si tu ne respectes pas cet accord, je pense que la facture sera salée. Tu comprends? Maintenant, sa force de vitale, c'est ça, sa capacité de mobilisation dans l'Est. Sa faiblesse. On a la population de l'Est a dit à Kamere, Kabouana na Tshisekedi. Ambo? Oui. C'est pas... Hein? Est-ce que ce n'est pas un contraste pour lui? Mais ça serait... on lui a dit, en 2006, tu nous as apporté Kabila. Ça, c'est un dilemme. C'est un dilemme. Tu nous as apporté Kabila. En 2011, c'était toi-même. 2018, tu sais qu'il dit. 2023, Yaka Yomoko. Maintenant, qu'est-ce qu'il fera? Il a une popularité qu'il doit préserver. Et en même temps, la même population lui dit de se séparer d'avec son allié de taille. Quel est le meilleur choix? C'est retirer pour sauver son électorat ou continuer son alliance avec Tshisekedi et être... Maintenant, c'est là où maintenant, ils ont dit, c'est là où l'UNC vous dit que cette fois-ci, la facture sera salée. Qu'est-ce que l'UNC attend de Tshisekedi? Non, dans l'UNC, c'est déjà catégorique. La primature? Ça, je ne sais pas. Pour l'UNC, si Tshisekedi zigzaguer, il faut rompre ses mariages. Ils attendent quoi? Ils sont au gouvernement. Moi, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Et ils ont dit, ceux qui sont là, ils ont monté une capacité de mobilisation. C'est à Tshisekedi d'être sérieux envers eux, parce qu'eux-mêmes redoutent, ils craignent que Tshisekedi pousse aussi les rouler comme ils respectent certains engagements. C'est là où ils sont maintenant. Alors, le problème, c'est quoi? Si Tshisekedi ne respectait pas ses engagements avec l'UNC, vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Kamere risquerait de faire allégeance avec d'autres forces. Avec les Katumbi, les Kabila, Matata. Vont-ils l'accepter? Non, les blocs, je ne te fais pas du bloc soïlophone. Ouais. Vont-ils l'accepter? Katumbi est du bloc soïlophone. Kabila, soïlophone. Matata, soïlophone. On ne peut faire au Maniema sans Matata. Après Matata au Maniema, c'est Salomon Escadela qui monte en puissance, les spécialistes de Katumbi. Alors, ce bloc soïlophone s'est déjà constitué. Une force électorale immense, irrévocable. Ceux qui ont géré, c'est ça le message. Parce que j'ai parlé avec les gens de l'UNC pendant ma tournée. Ils me disent qu'eux n'ont pas de problème avec Kabila. Ils n'ont pas de problème avec Katumbi. Ils n'ont pas de problème avec Matata. Ils n'ont pas de problème avec Fayoulou. Ils n'ont pas de problème avec Fayoulou. Ils ont des problèmes avec qui? Et ils se disent que chacun... Ils ont des problèmes. Non, ils se disent que chacun fait sa politique. C'est un message, ça signifie quoi? S'ils sont mal gérés... Alors, c'est maintenant, c'est à Tshisekedi d'éviter ça. S'ils sont mal gérés là-bas, tu vois maintenant la corde devient une corde au cou. Tshisekedi a accepté de signer pour dire 2023, on va se donner l'UNC. Quelle pourrait être l'attitude de Félix Tshisekedi, sachant ces éléments que vous me présentez? Non, mais là, il est maintenant face à ses responsabilités. Il est maintenant face à ses responsabilités pour l'Est. Parce que s'il n'a pas l'Est avec lui, il perd les élections. Et puis le président de la République, je vous donne une information, ça j'ai compris ça sur le terrain, il est très impopulaire. Très impopulaire? Très impopulaire. Dans la partie Est? Très impopulaire. Le président de la République est très impopulaire. Pourquoi? L'état de siège a posé problème. Les promesses tenues non réalisées. L'insécurité, ça. Tu sais, c'est quand j'ai quitté Goma qu'on a à peine levé le couvre-feu. On a fait comprendre ça à Maloukonde par l'administration militaire. C'est des effets qui rendent le président de la République impopulaire. Quand tu vas au Nord Kivu, les gens vous parlent à peine du président de la République. Quand vous allez au Sud Kivu, au Sud Kivu là, à peine, vous avez vu au Maniema, c'est que la population a dit à Kamé, toka. On a dit que c'est Kamé qui a piégé Félix. Mais non, c'est pas Kamé, mais avec Matata, c'était quoi?
Matata a lu un discours, quand elle était là-bas, une dame disait le discours. Qui n'est pas acquis à... Non, je vous dis, l'Est pose problème. Vous voyez les plaintes que les gens font à Kisangani, la ville martyre de Kisangani. C'est des provinces aujourd'hui pro-opposition. Alors, quand tu as maintenant quelqu'un, aujourd'hui qui te dit, je peux t'apporter l'Est, et que tu refuses, la personne là risquerait, moi je crains que Kamer appelle Katumbi. Bah, je vous dis, ils ne sont pas mauvais. Pour lui dire quoi? Oh, mais pour lui non, dire... alors Katumbi, hein? On fait une alliance en 2023. Ce n'est pas exclu. Il peut t'appeler Kabila. Est-ce que Kamere croit encore à la sincérité de moi, je vous dis, je ne veux pas de Kamere, je veux pas de l'UNC. Non, mais c'est lui l'UNC. Non! Déjà, tu sais que les pouvoirs ont recruté dans l'UNC. Il a débauché. Aimé Boji Sangara. Il est toujours avec Vital Kamerhe. Non, mais il a créé une ASBEL ABS. Aimé Boji Sangara. Quand tu parles avec les de l'UNC, Aimé Boji n'est plus porté dans l'UNC. Tu sais pourquoi? Quand Kamerhe était en prison, Aimé Boji a fait une tournée contre Kamerhe dans l'Est. D'après certains responsables de l'UNC. Aimé Boji avait fait une tournée contre Kamerhe à l'Est. C'est ce que m'ont dit certains responsables de l'UNC. C'est la tournée d'Aimé Boji qu'il avait effectuée avant la libération de Kamerhe. C'était pourquoi? Pour prouver aussi à Tshisekedi que nous aussi à mon niveau je contrôle l'Est au même titre que Bahati. Et ça a été très mal perçu dans l'UNC. L'UNC n'a jamais accepté ça. C'est des responsables de l'UNC qui m'ont dit ça. Boji, qui est le beau-frère de Kamerhe, n'est plus très porté dans l'UNC. Il a trahi Vital. Mais quand il crée, je vous dis qu'il recrute dans l'UNC. Certains membres de son cabinet qui sont très proches dans ce cabinet, c'était des gens qui étaient très proches de Kamerhe, mais qui ne sont plus avec Kamerhe, que Boji, d'après certaines sources, certaines indiscrétions dans l'UNC, aurait recruté. D'où même cette tournée ici. Boji ne s'est pas trop fait voir les lettres à Kisangani, mais il y a eu des problèmes de petits couacs. Il a pris, je suis rentré dans le même vol que lui. Très bien. Vous voyez? Très bien. Donc ça signifie quoi? Donc la donne INC c'est ça. Il y a d'abord des trahisons à l'interne, les partis étaient divisés. Vital a affiché une popularité dans l'Est. Maintenant le bémol c'est que l'opinion, la population de l'Est lui dit de se séparer d'avec Kabila. Maintenant c'est à lui aussi Kamerhe qui est face à ses responsabilités encore. Pour dire face à ses dilemmes. Ça c'est lui. Il fait souvent de mauvais choix. S'il fait un mauvais choix, au dialogue avec Tchachi. S'il fait un mauvais choix, ça signifie quoi? Il a fait un mauvais choix de devenir directeur du président de la République. Il fait beaucoup de mauvais choix. Voilà, c'était ses calculs à lui. Ouais. Mais moi, j'analyse maintenant. S'il faisait un mauvais choix, Patrick Lokala, les politiques n'ont pas de plus jaloux que la popularité. Si Kamerhe faisait un mauvais choix, cela signifierait quoi? Qu'il ouvre une grande piste au tandem Matata, Kabila, Katumbi dans l'Est. Il perdra. Il perdra sa popularité. À Fayoulou et différents challengers qui aujourd'hui sont aussi à la conquête de l'Est. Ah là là. Tu comprends? Ouais. S'il fait un mauvais choix, Katumbi qui est candidat président, qui est Swahili, Kabila est avec lui. Peut-être qu'il pourra propulser Katumbi sur sa candidature, je ne sais pas. Matata aussi. Très populaire à Kindu. À Kindu. Matata a grandi au Sud Kivu. Oh là là. Il a étudié au Sud Kivu. Matata a fait ses premières études jusqu'en 6e primaire au Sud Kivu. Chez Bahati. Il est aussi populaire là-bas. Il a son parti, il est LGD qui l'installe là-bas. Si Kamerhe faisait un mauvais choix, il perdra sa popularité. Parce que le peuple lui a dit, l'Est lui a dit, cette fois-ci, plus de Tshisekedi avec toi. Entre la popularité et Tshisekedi, Kamerhe c'est à lui de faire les choix. Moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu, moi j'analyse comme journaliste. Vous le voyez comment? Non. Entre la popularité et Félix Tshisekedi, il pourra choisir quoi? Entre sa base et Félix Tshisekedi, c'est à lui de faire les choix. Moi, je ne veux pas dans sa place. Le temps pour moi aussi de vous relancer. C'est à lui de faire les choix. Alors, s'il faisait ces mauvais choix-là, Katumbi est dans la conquête de l'Est, vrai ou faux? C'est un animal politique, il a un parti qui est assis. Très bien entouré. Très bien entouré. Kabila aujourd'hui aussi veut rebondir, mais pas lui-même. Ça sera peut-être derrière un leadership. Matata est là. Fayoulou aussi,
qui aujourd'hui a déjà percé l'Est. Vu ses positions, vu ses positions pour l'Est. Fayoulou a percé l'Est, vu ses positions pour l'Est. Fayoulou. Alors, Kamere perdra ce qu'il a de plus fort, de plus jaloux. Est-ce que c'est à demander? C'est à se demander. Voudra-t-il perdre sa popularité, l'Est, à cause de Félix Tshisekedi? Voudra-t-il brader sa popularité à cause de Félix Tshisekedi? C'est ça la grande question. C'est la grande question qui reste posée. Il nous reste un aspect par rapport à ce sujet. Billet retour de Yves Buya qui a accompagné Vital Kamerhe dans le cadre de son travail. Il est journaliste. On a déjà effleuré la partie diplomatique, la partie réforme au sein de l'armée. On a déjà vidé, on a vidé la substance. Il reste un aspect, le dialogue que Kamerhe a proposé. Vous avez appelé ça triangle. Les plans Ouganda, Rwanda et la RDC. Lui-même, Vital Kamerhe n'a pas cité le Rwanda comme pays agresseur, tel que soutenu par les discours officiels. Dans son plan triangle, il a parlé de l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et les M23. Comme des partis au conflit. Mais il n'a pas cité le Rwanda comme pays agresseur. Il n'a pas dénoncé le Rwanda. Bon, c'est là où je parle de complicité. Voilà. Les complicités à l'interne tout comme à l'externe. Très bien. C'est comme Guterres. Alors, quelles sont les chances de ces plans Kamerhe? Beaucoup d'autres ont proposé des plans, mais je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le plan Kamerhe, qui dénonce pas déjà le Rwanda comme pays agresseur. Il est tout de suite rappelé à Kinshasa pour faire rapport, je ne sais à qui. Quelle chance accordez-vous au plan Kamerhe de réconcilier les rebelles avec le Rwanda, l'Ouganda et la RDC? Moi, je pense que c'est un plan. Peut-être que ce n'est pas une solution. C'est une proposition. C'est une proposition, oui. C'est une proposition, c'est à vous de voir comment élaborer cela. C'est comme Fayoulou avait fait son plan de sortie de crise, c'était aussi une proposition. Autant que Moussa, autant que d'autres leaders. Mais c'est là, je vous rappelle encore, s'il y a des plans plus que cela, on peut adopter cela. Il faut qu'il y ait une proposition. Il faut débattre. Il faut qu'on en débatte. Mais je n'ai pas dit que c'est le meilleur plan. Il a proposé comme acteur politique, acteur important, avec qui on ne peut jamais discuter la question de l'Est sans pour autant l'exclure. Vous avez vu quand Obasanjo est arrivé ici, Obasanjo, je crois, sera nommé, je pense, commissaire pour la crise, pour la paix dans l'Est, je pense. Quand il est arrivé ici, Obasanjo a parlé avec Tshisekedi et puis il a eu un tête-à-tête en privé, en aparté avec Vital Kamerhe. S'il fallait dire, moi, les infos que j'ai reçus, en 2009, c'était lui aujourd'hui, les ponts entre les CNDP Koundabatoire et le gouvernement. C'est sûr qu'il en a une expérience. Mais il a fait une proposition, entendons voir, autant que Fayoulou en a donné, autant que Moussa en a donné, mais que ce soit des propositions pour l'intérêt du Congo. Que ce ne soient pas des propositions anti-Congo. Si c'est des propositions anti-Congo, là on doit s'opposer à ça. Alors c'est là où j'ai dit encore, il a fait une proposition, je pense que c'était une proposition qui est déjà dans les marmites, qui est au fait sur le tableau des bons de la communauté internationale. Parce que quand Kamerhe l'a dit, je vois aussitôt Guterres le dire. Alors si je dis maintenant, était-il envoyé de Guterres? Moi je ne sais pas. C'est là où je dis, il le dit directement. Alors, s'il a fait une proposition, il faut utiliser cela, il faut analyser cela, il faut étudier cela minutieusement. Si c'est une proposition anti-Congo, parti local, là, il faut la rejeter. Il faut la rejeter. Si d'autres personnes font des propositions et que c'est des propositions qui vont dans l'intérêt du Congo, nous allons adopter cela. Mais comme c'est encore une proposition, c'est à nous Congolais de voir ma faille. C'est à Kamerhe de nous dire maintenant, nous Congolais, de nous expliquer clairement ces plans de sortie de crise. Et nous maintenant Congolais, on doit maintenant étudier ça. Les failles, qu'est-ce qu'il entend de ça? Qu'est-ce qu'il dit ceci? Pourquoi mettre les M23 au milieu? Comment mettre ceci? Est-ce que c'est opportun de discuter avec eux? Si c'est opportun, c'est quoi les faiblesses et les forces de cette discussion-là? Ça va nous amener où? Ça sera quoi la solution? Est-ce que les autres là sont-ils sincères ou pas? Très bien. C'est ça là les grandes questions auxquelles nous devons nous poser sur différents schémas que les leaders politiques nous proposent. Tu sais qu'ils nous proposent l'aspect diplomatique qui est échoué. Moi je dis maintenant, il faut maintenant opter pour l'option militaire. L'option militaire, on nous fait entrer des militaires ici, de la force de la sous-région, de l'Est, mais qui veut nous créer une zone tampon. Est-ce que c'est encore une solution? S'agissant de la zone tampon, on nous a dit, on va enchaîner,
On a fini avec Caméré, totalement requinqué après sa tournée à Mani. La force est tampou. Le chef de l'État a dit que la force régionale venue de la communauté East-Afrique est venue combattre les M23. Non, ce n'est pas ça la réalité, parce que d'après les informations, la force régionale va se constituer en force tampon, à une force qui sépare les positions du M23 à Bunagana et les positions de l'armée. Cette force va se positionner au milieu. Yves Bouya, comment analysez-vous la question? Mais pourquoi c'est arrivé? Ce n'est plus la solution apparemment. C'est plus la solution apparemment. Que cache ces schémas les conclaves des chefs d'État de Nairobi avaient dit l'arrivée, je pense même de Luanda, de cette force de la sous-région Est, de la communauté Est, c'était pour éradiquer les M23. Ce n'est pas plus pour créer une zone tampon. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On a encore échoué sur le plan diplomatique. On a échoué. Mais c'est un échec. Ça ne résout pas, ça n'exécute pas sa résolution. L'éradication des M23, ça vient se mettre au milieu. Se mettre au milieu de l'entretemps, Bunagana sera sous contrôle du M23. Exactement. On on considère la décision du M23 comme acquis. Oui. Acquise au M23. Au M23. Et puis encore, on doit encore avoir peur. Cette force, c'est ça que je te dis. Ouais. Le chef d'État de la SADC qui était venu ici ne voulait pas de l'entrée de cette force de la communauté de l'Afrique de l'Ouest, de l'Est. Parce qu'ils ont encore souvenance de la guerre de 6 jours qui était passée à Kisangani. Entre l'armée, les deux armées se sont rwandais et je crois ougandaises sur nos sols. Et nous avons eu des morts ici. Nous avons eu et connu des morts ici. On risquerait encore de voir encore ces armées-là se battre sur nos sols. C'est ça les risques maintenant. Parce qu'on a un cas jurisprudentiel. C'est avec la guerre des 6 jours. Le Rwanda et je pense avec l'Ouganda. Alors les MLC étaient encore en rébellion. Je crois que c'était en 2001, je pense comme ça. Ça a créé des morts chez nous. C'était qui était mort? Des Congolais. Des Congolais. Je ne confirme pas. J'apprends que l'actuel président... selon les câbles. Selon les câbles. Kenyan Serré, Rwandais. Ouais. Tu vois un peu la menace. Celui qui est censé diriger la force serait déjà Rwandais. Serait déjà Rwandais. Serait. Donc vous voyez comment est-ce que... Si cela est vrai, la mission est déjà compromise. Non, c'est fini. Vous voyez comment est-ce que les gens complotent tous les jours contre notre pays. C'est là où je dis, remettons-nous en cause Patrick Lokala. C'était pas ça la mission de l'armée de la communauté de l'Afrique de l'Est. C'était d'éradiquer les M23. Est-ce qu'on a floué le président Félix? Mais non, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Mais tout ça, c'est... Il a été floué. Mais ça porte à des questionnements. À des questionnements. Comment est-ce qu'on nous apporte maintenant un gouvernement? Et puis tu sais que c'est des pays qui sont en perpétuelle concurrence. Ils viennent chez nous, ils comprennent les réalités. On vient pour Bunagana. Tu penses que les M23 ont pris Bunagana pour rien? C'est aussi une cité riche. Sans les savoir. Ça c'est grave. Et puis cette force-là devait entrer par Bunagana. Ce n'est pas entré par Bunagana. La frontière entre... Quand tu as Bunagana, il y a une frontière qui nous lie. La Bunagana, c'est en frontière, là, en milieu entre nous et l'Ouganda. On a dit que les chefs a dit que les forces devraient entrer par là. Mais elles n'est pas entrées par là. Donc les chefs de l'État ont menti. Non, c'est ça la question. Est-ce que les chefs ont menti? C'est des interrogations. On nous apporte des gens, d'abord, qui devaient respecter, exécuter l'accord cadre issu des conclaves des chefs d'État de la sous-région qui avaient vécu à Luanda et à Nairobi, que la force de la communauté de l'Afrique, des pays et de la communauté de l'Afrique de l'Est, devrait éradiquer tous ces mouvements armés, notamment les M23. C'est la force tampon. Mais ils arrivent ici, ils nous disent on est une force tampon. Mais c'est quoi cette force tampon? Maintenant, avant qu'on ait clôturé ce sujet, nous avons un pays qui est toujours sous occupation des armées étrangères. La force qui arrive là, on ne sait pas sa durée. Non, on ne sait pas. Ça vient même le président ne sait pas. Ça vient avec quel armement militaire? Même le président n'est pas au courant de ça.
Quel armement Il a dit militaire? qu'il ne connaît pas les calendriers, il ne connaît pas la durée, il connaît rien. Chronologie. Il n'y a pas un chronomètre sur ça. La durée, on ne sait pas. C'est le matériel militaire qu'ils apportent chez nous ici. À tout moment, les budgets. Et d'où viendra l'argent? Il a dit on va mobiliser les bailleurs. Ah, on va mobiliser les bailleurs des fonds. Ce n'est pas quelque chose de schématisé. Donc, à tout moment, quand le pays sera pour être en basculement, ça serait, je le confirme ou pas, ça serait ces mêmes groupes armés-là qui peuvent se retourner contre nous. Ces mêmes forces régionales. Oui, ces mêmes forces régionales qui peuvent se retourner contre nous. Regardez en 98 quand Mobutu partait. Quand on a imposé à Mobutu d'ouvrir nos frontières contre elle pour que les Rwandais entrent ici. Mais ça s'est retourné contre nous aujourd'hui. Ça, vous ne savez pas ça? Nous avons maintenant ouvert nos frontières contre ces pays-là. De la sous-région qui viennent ici. On a un schéma qui n'est pas bien calculé. Nous connaissons leurs agendas. Le Congo n'est-il pas en train de partir, Yves Bouya? Je vous ai dit ici, nous perdons les pays. Je vous ai dit ça en amont. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Mais on perd les pays. Alors, ces groupes armés. Félix doit faire quoi maintenant? Je ne confirme pas. Les conclusions du conclave ne sont pas respectées. Tshisekedi doit maintenant comprendre. Il a dit que la force vient combattre les M23. Mais non, c'est une force tampon. Il doit faire quoi exactement? C'est ça que je te dis. Tshisekedi doit comprendre maintenant ses partenaires. Ils sont hypocrites. Hein? Sont-ils sincères envers lui ou pas? Soit il les respecte ou pas, soit il remet en cause son leadership. Est-il capable de renoncer à tout ça et... C'est à lui maintenant que le président de la République doit maintenant se remettre en cause. Toi, tu as été d'accord d'une armée pour éradiquer les M23. Tu as opté mais sur le terrain, c'est autre chose. Tu as opté pour une option militaire, s'il fallait le dire. Mais ça arrive ici, c'est encore zone tampon. Donc, ils seront des observateurs. C'est comme des arbitres. Des arbitres. Hein? Tu vois même la complicité, même de la sous-région. Ils seront des arbitres. Si les M vont venir, non, n'avancez pas. Les FARDC veulent venir. Non, n'avancez pas. N'avancez pas. Alors, c'est tampon. C'est tampon. Est-ce que nous connaissons les agendas de cette armée-là? Hein? On ne connaît pas. Une armée qui dirigée par le président kenyan qui serait d'origine rwandaise. Qui serait d'origine rwandaise. Ça pose problème. Est-ce que nous connaissons les agendas de ces pays-là? C'est là où je dis, évitons la situation de 98-97. Mobutu, avant de partir, suite à notre naïveté comme peuple, comme pays, comme nation, on a imposé à Mobutu d'ouvrir nos frontières pour accueillir les armées étrangères. Les armées étrangères, les réfugiés. Ce sont ces armées qui l'ont avalé. On nous a dit quoi? C'était des réfugiés. Les HCR allaient protéger. Tu sais qu'il dit, Mobutu ouvre les frontières, ça l'emporte lui-même. Il part. Mouzé Kabila arrive. Il dit, la guerre sera longue et populaire. La guerre, ça l'emporte lui-même. Il est parti. Il est parti. Vous voyez, ces mêmes groupes armés-là, qui étaient venus, que l'on considérait comme des réfugiés, se sont retournés contre nous. Et les cas, on a ça aujourd'hui avec les infiltrations dans l'armée par-ci par-là, les Tutsis, les Rwandais, les M23. Maintenant, on reçoit encore une autre force régionale. Composée maintenant de plusieurs armées. Composée de plusieurs armées, dont les agendas ne sont pas connus. Ils disent que nous, on est venu pour éradiquer, mais directement, ils se substituent en observateurs. Craignons, moi je risque, selon mes analyses, je crains que ces mouvements rebelles-là, ces mouvements militaires, s'érigent aussi en obstacle contre nous demain ou après-demain. Très bien, merci beaucoup. Et c'est là le président de la République de voir ses partenaires en face. En est-il capable de le faire? C'est ça le vrai problème. Ça va de ses responsabilités. Est-ce qu'ils sont sincères envers lui? Est-ce qu'ils jouent à l'hypocrisie? Ou soit il remet en cause son leadership dans la sous-région, en Afrique, même à l'international. On ne peut pas signer des accords. Vous croyez encore au leadership de Félix Tshisekedi? C'est ça que je dis. À sa capacité à trouver des solutions à ces problèmes. C'est ce que je dis. Il doit regarder comme président de la République ses partenaires en face. Pour dire à quel jeu vous jouez avec moi. Parce que ce qu'on voit là, c'est de la pire hypocrisie. Très bien.
Merci beaucoup. Et c'est un agenda, s'il fallait dire, qui n'est pas clair. Qui n'est pas clair et contre le Congo. Très bien. Et il faut déjà tirer la sonnette d'alarme. Très bien, Yves Bouya, il nous reste 5 minutes. 5 minutes qu'on vous libère. Vous avez d'autres occupations. On va prendre les tout derniers sujets. Les sujets relatifs à l'élection de 2023. Les probables élections de 2023 parce que l'odeur que nous sentons n'est pas assez claire, assez claire pour que nous comprenions qu'il y aura des élections en 2023. Vous avez les différentes tournées, balai de la cimée. Ce n'est pas ça les sujets. Ce n'est pas ça les sujets du jour. Merci beaucoup Yves Bouya. C'est pas ça le sujet du jour, mais au moins, on va pas parler de la cimée. Les partis Ensemble pour la République a fait une sortie à travers le porte-parole du président Moïse Katumbi. Pas une minute de plus à ceux qui sont censés organiser les élections dans les délais, mais qui ne donnent pas l'impression de le faire. C'est au moins les contenus, le résumé de la pensée d'Olivier Kamitatou qui a adressé un message non seulement à la nation, mais aussi à la classe dirigeante. Est-ce que cette position prise par Ensemble pour la République dénote qu'il y a du doute dans la tenue des élections à la date prévue? D'abord, Patrick Lokala, vous savez que le président lui-même avait balbutié, il avait balbutié sur cette question des élections. Il n'a pas été clair. Il n'a pas été clair. Quand on n'est pas clair, c'est un balbutiement. On lui dit, les journalistes de ces médias étrangers lui posent la question, il n'y a pas de calendrier. Il dit les élections peuvent se faire sans calendrier. Non, le calendrier est une boussole au processus électoral. C'est comme un programme de mariage. C'est ça le calendrier électoral. On ne peut pas parler élection sans avoir un calendrier électoral. Mais le président de la République outrepasse le calendrier. Il dit ça peut intervenir. Ça peut intervenir à tout moment. Il ne faut pas des enrôlements. Non, même l'enrôlement doit être identifié dans un calendrier. Raison pour laquelle on a vu Guterres nous dire, il appelle à la CNI de publier un calendrier électoral pour les prochaines élections. Ce que la CNI ne fait pas, pourquoi? Parce que Denis Kadima est dépourvu de moyens. Il n'a pas de moyens? Il n'a pas de moyens. La perspective électorale pose problème aujourd'hui. Pour la Kazadadi, il a un peu... Non, ça c'est du cosmétique. Il a liquidé toutes les demandes de la CENI. Ce qu'on donne à la CENI, c'est des frais de ménage. C'est des frais de ménage. Donc vous devez manger, boire, fonctionner. Mais l'argent lié au processus électoral, l'argent lié au processus électoral, Denis Kadima n'en a pas. D'où vous avez vu la communauté dit nous voulons ces élections. Quand vous voyez M. Olivier Kamitatou dire câble de Moïse Katumbi lancer la sonnette d'alarme dans certaines chancelleries ici, c'est déjà établi noir sur blanc que M. Denis Kadima, d'après nos câbles, demande déjà un dépassement de délai de 5 mois. D'après les câbles. D'après les câbles. Un dépassement de 5 mois. Et nous, vous avez vu les états-majors sont en ébullition. Vous avez vu Guterres dire on veut un calendrier électoral. Selon les schémas de la... Vous avez vu M. Siknanga, je ne crois pas, Nanga, c'est un monsieur qui a créé un tripatouillage électoral. Même moi, je ne crois pas en lui. Mais il vous dit qu'il faut un consensus. Un minimum de consensus. On est utilisé par les pouvoirs de Félix. Je ne pense pas. C'est la réalité que Denis Kadima et le pouvoir nous cachent. Les élections en 2023 sont hypothétiques. Mais pourtant, Blinken avait déjà dit ici, d'après toujours nos câbles, que pas un seul jour de dépassement des délais. Et le président de la République aurait dit à l'administration américaine, via Blinken, que le délai constitutionnel sera respecté. C'est ça qu'il a dit devant sur France 24 et RFI. Maintenant, sur le terrain, on ne voit pas ça. Les décaissements. Denis Kadima, il y aura enrôlement au mois de décembre. S'il y a un enrôlement de décembre, ça sous-entend que les enfants, les écoles, les enfants seront en congé de fin d'année. Mais ils vont revenir au mois de janvier. Les élections se passent dans les écoles. L'enrôlement va au-delà de 3 mois. Si les élèves sont en vacances, ils reviennent aux vacances de fin d'année qu'au mois de janvier.
Mais l'enrôlement, c'est au-delà de 3 mois. 3 mois minimum. Est-ce qu'on peut opérer de l'enrôlement avec des écoles occupées? Non. C'est bien difficile de le faire. Hein? On peut faire l'enrôlement avec des écoles occupées par des élèves. Ça signifie que l'hypothèse décembre ne marchera pas. C'est un mensonge pour vous. Non, ça ne marchera pas. Parce qu'il faut dire que non, décembre, les enfants vont en vacances pour 2 semaines. C'est mi-décembre jusqu'au début janvier. Donc, Nanga, Denis Kalvé nous dit que non, on fera l'enrôlement en l'espace de 2 semaines, 3 semaines. C'est ce qu'il veut nous dire. Ça pose problème. D'où vous avez vu maintenant les états-majors crient déjà au scandale électoral. On va tout droit vers un glissement. Mais moi, je suis journaliste informé. J'apprends de mes sources ici comme journaliste que Denis Kadima veut un dépassement de 5 mois pour gagner l'élection au-delà du délai constitutionnel. Je suis journaliste d'après mes informations, mes sources d'information. Et maintenant, il y a une question de responsabilité. C'est qui le responsable de ces glissements? C'est Denis Kadima ou le pouvoir Sous Kabila, c'était qui? Sous Kabila, on disait Kabila a organisé l'élection. C'est Kabila qui réalisait l'élection. Quand les Chadens se dit que les présidents de la République restent en fonction juste de l'installation, c'était le pouvoir de Kabila qui était responsable. Si on n'a pas des élections en 2023, que le pouvoir UDPS assume d'en être responsable. Alors maintenant, je vous dis maintenant, les forces s'organisent. Pour un glissement. Contre ce glissement. Ah, mais vont-ils être capables de résister jusqu'au bout? Il y a des postes qui seront distribués. Non, Patrick Local là. Il y a des postes qui seront distribués. La rencontre. Face aux postes, les acteurs ne résistaient pas. La rencontre de NDI. Où on a réuni les CG. Kabouya très souriant à côté de Chadari. Kabouya. C'est qui au moins extrémiste. Vous avez vu avec Kabouya. NDI est un grand partenaire au processus électoral pour le Congo depuis 2006. Voilà. Je connais bien cette ONG, j'y ai travaillé avec. Très bien. NDI. Quand ils se sont réunis, la prochaine configuration politique anti-pouvoir s'organise déjà. Et ça s'est vu, ça s'est affiché dans la réunion de NDI. Lamouka, FCC, ensemble, tous ont eu un même langage autour du processus électoral. C'est quoi le langage? Réforme. Pas de ces comités de Nikadima, pas de cette loi électorale, pas de personnes à la Cour constitutionnelle à la solde du régime. Il faut y revoir cela. Et pas la personne qui chapeaute le secrétariat exécutif. C'est des préalables qui doivent trouver solution. Et puis, il faut aujourd'hui former. Ça, c'était ce que Makila, c'est ce que le FCC a dit. Makila a porté au réseau de NDN. Former aujourd'hui des policiers pour surveiller les élections avec des témoins. Du temps de Kabila, ils avaient formé 23 000 policiers qui étaient du côté est, je crois, sur le côté vers, je crois, Kassangoulou. Et des policiers, je crois, du côté est, je pense, vers Goma. Il faut former ces policiers-là pour la sécurisation du processus électoral. Kabila, en 2018, avait formé 23 000 policiers pour la sécurité du processus électoral. Nous sommes à une année des élections. Est-ce qu'on forme ces policiers-là? Les blocs politiques s'étaient déjà réunis. Je vous dis ici, moi je vous informe. Selon les câbles. Selon mes câbles. Bolengetenge, CG d'ensemble, voilà, a dit au cours de la réunion, je suis de l'union sacrée. Mais on ne peut pas accepter d'aller aux élections avec cette cour constitutionnelle, avec cette loi de l'électorat taillée sur mesure, avec ces animateurs de la CENI, avec ces animateurs de la cour constitutionnelle. Nous avons des institutions déjà caporalisées. Bolengetenge a pris parole pour ça, pour dire non, les CG d'ensemble. Allez vérifier. Très bien. Les CG de Katumbi. Makila, qui avait conduit la délégation du FCC, a soulevé les prélèvements du FCC. Pas cette loi électorale, pas cette cour constitutionnelle, pas cette CENI. Le PPRD. Le PPRD, conduit par José Makila Soumanda, qui avait conduit la délégation du PPRD. Il y avait Chadari, il y avait FCC,
Obem Minako Djalandjoko, il y avait Félix Kabange, nous, il y avait Marie-Ange Monchebe, quoi. Et c'est Chadari et c'est Makila José qui avait conduit la délégation. Les revendications du FCC sont semblables aux revendications de la Mouka d'ensemble. Bolenge Tengue avait porté les mêmes revendications. Ces mêmes revendications ont été portées par la Mouka. Devos Kitoko. Accompagné de Blancha Mongomba. Blancha Mongomba. Kabouya était resté seul. Kabouya a dit quoi? Il n'avait pas convaincu. Écoutez, vous voyez Makila parler. Vous voyez Bolenge Tengue parler, professeur. Devos Kitoko. Vous voyez Devos Kitoko parler. Vous voyez Mongomba parler. Et Kabou était seul comme représentant du pouvoir. Il n'a pas convaincu. D'après mes câbles, il n'a pas convaincu. Oh non, tu vois comme il parle, non. Oh non, il voyait mes frères. Ouais. Je pense. Il n'a pas donné de verset biblique. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est allé vers les Chadari, vers les Devos. Avec des photos. Est-ce que tu n'as pas mon numéro? Je pense, hein, j'estime, je le confirme pas. Tu n'as pas mon numéro. Tu n'as pas mon numéro et je pense. Mais les personnalités politiques ayant pris part à ces assises m'ont dit que les FCC, conduits par José Makila Soumanda, ensemble, parti de Katoumi, dont la délégation avait été conduite par Bolenge Tengue, la Mouka, représentée par Blancha Mongomba et Devos Kitoko, ont tous parlé le même langage sur le processus électoral. Ils ont refusé un éventuel glissement, bien qu'il y a des éléments qui prouvent que le pouvoir actuel veut de ces glissements. Très bien. Mais Kabouya, lui, n'a pas été convaincant d'après les représentants de ces assises qui m'ont donné l'information. Il n'a pas été convaincant. On va finir. Cela signifierait quoi? Nous avons déjà, via les assises de NDI, un bloc qui se dégage contre les glissements. Et ce bloc-là puis se réunir à tout moment Patrick Local. Pour être une force effective. Une force effective au cas où Tshisekedi affichait ses velléités de glissement. Parce qu'à NDI, ils ont fait front contre. Mais est-ce qu'ils ne seront pas divisés contre non, comme on en a vu un peu en 2016. Tu sais que Katoumi veut quitter l'Union sacrée. C'est depuis longtemps qu'on dit ça. Non, je t'en viens. C'est depuis longtemps qu'on dit ça. Il y aura des surprises en décembre ici. Ah, la ligne rouge a été franchie. Non, moi je te dis, je ne veux pas dire cette chose. Je suis très informé. Il veut quitter. Les câbles vous informent. Il veut quitter. Il n'est plus dans l'Union sacrée. Formellement, il est dans l'Union sacrée. Mais dans le fond, il n'y est plus. L'âme n'y est plus. L'âme n'y est plus. Fayoulou, tu lui vois dans la discussion accordée un glissement Tshisekedi. Soit partager des postes dans lesquels Tshisekedi est son chef. Mouzito, tu le vois dans ce schéma-là. Les FCC qui dans un schéma de reconquête à pouvoir. Vous voyez encore les FCC offrir des béquilles à Tshisekedi, même par un dialogue. C'est là où je dis, ce front anti-glissement, anti-Tshisekedi, c'est déjà constitué dans la réunion de NDI. Et ça a déjà dévoilé un pan de son secret. Que nous serons demain après-demain, au cas où Tshisekedi affichait ses velléités sur les glissements, dans l'obligation de nous mettre ensemble pour dire non à Tshisekedi s'il voulait un glissement. Merci beaucoup. Finalement, on est arrivé à la fin avec Yves Bouya. Ça coule. Il nous a quand même fait la révélation sur la photo des Kabouy avec les Chadari, les Devos. Ce n'était qu'un échange de numéros. Un échange de numéros. Mais beaucoup m'ont dit de ces leaders-là que Kabouy n'était pas convaincant pour le compte du pouvoir. Ah bon? Je pense que s'il y a aux prochaines discussions, on doit changer Kabouy. Il y a les Lumans qui ont adhéré, qui sont avec Félix Tshisekedi. Voilà. Vous voyez vraiment, Kabouy a parlé devant Chadari, parlé devant Makila, parlé devant Kitoko.
Vous voyez un peu? Vous parlez devant Bolengetenge. C'est un CG quand même. Oui, mais c'est un CG, mais... Il est un parti présidentiel. L'art de convaincre compte aussi. Ah, il connaît la Bible, il a des versets. Ah, c'est donc l'art de convaincre. Mais beaucoup de leaders qui ont participé, selon les câbles, Salem le câble, ils m'ont dit que Kabou n'était pas convaincant. C'est pas moi qui l'ai dit, j'ai eu l'information d'eux. Ils m'ont dit que Kabou n'était pas convaincant. Et directement NDI, ça a mis des doutes. Yves Bouya, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc quand tu vois que Kabou est convaincant, c'est que c'est notre parti qui a convaincu. On va voir la suite. Et NDI n'est pas n'importe quelle ONG. Ça travaille avec l'administration américaine. Ça a des fortes ramifications au sein de toute l'administration américaine, des fortes ramifications. Et ça vous met sur terrain à chaque fois qu'il y a élection des témoins. Ça finance des témoins. NDI que vous voyez. C'est une ONG qui a un fort lobby. C'est un danger pour le pouvoir. Non, quand ça parle des gens comme ça, c'est que c'est les États-Unis qui veulent comprendre quelle pense la classe politique. Merci. Via ses dirigeants. Alors, quand Kabou ne convainc pas, il met le pouvoir en difficulté. Mais les photos d'après là, non, les photos d'après, j'ai vu que... pas quelque chose. Non, moi je ne sais pas. Les gens disent qu'il aurait demandé le numéro à Chadaga Devos. Bon, je ne sais pas. Les gens, il aurait. Il a eu quand même ses numéros. Mais oui, parce que lui, il se mettait à vilipaner les gens là-bas, à limiter là-bas. Mais Kabila, Devos qui tombe au Fayoulou, mais c'est lui là qui court derrière. Vous cherchez le numéro. Merci beaucoup Yves. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie, Patrick Lokala. D'Éric Loukeba. Rien de grave. On a juste parlé comment on a juste analysé. On s'est aussi amusé. Comme Kabou s'est amusé avec les Devos, avec les Chada, ils se sont aussi amusés. Nous aussi, on a les devoirs de nous amuser. C'est avec cette bonne humeur que nous mettons fin à cette émission qui a été réalisée par D'Éric Loukeba.